S'interroger sur la notion de frontière, aujourd'hui, pendant cette période de crise sanitaire, observer ce que l'expérience des confinements vient bouleverser au niveau de nos limites spatiales, mais aussi sociales et intimes, rendre compte de tout cela en images, de sacrés défis et un projet commun porté par Stimultania, pôle de photographie, et le CPA, Centre du patrimoine arménien en 2021. Les deux structures culturelles ont invité le photographe Guillaume Herbeau, mais aussi des hommes et des femmes, à Givors et à Valence pour se confronter à ces questions délicates et encore très actuelles. L'image photographique, c'est donc le point de départ des échanges au sein de ce cycle d'entretien qui donne la parole à différents acteurs du projet, mais aussi de création durant les 2 interventions menées par Guillaume Herbeau avec des groupes de personnes volontaires sur les 2 territoires. Ce 3e et dernier volet du cycle est un dialogue conduit par Christelle Roveda, responsable du pôle des publics du CPA, avec Anne-Laure Amilazari, spécialiste de géographie politique, professeure de géographie à l'Université Grenoble-Alpes et directrice du laboratoire CNRS Pacte. La géographe-chercheuse est invitée à poser son regard sur plusieurs photographies extraites des productions réalisées par les participants lors de l'intervention de Guillaume Herbeau et à dérouler ses pensées. Anne-Laure Amilazari, bonjour. Bonjour Christelle Roveda. Un grand merci pour avoir accepté notre proposition d'entretien qui s'inscrit dans un projet mené à Valence et Givors en compagnie du photojournaliste Guillaume Herbeau et qui vise à questionner en images les nouvelles frontières qui se sont immiscées dans nos vies depuis que la Covid a fait son irruption dans nos sociétés. De votre côté, vous êtes professeur de géographie, directeur du laboratoire Pacte à Grenoble spécialisé sur la question des frontières. Et en 2020, vous avez notamment publié l'ouvrage Géopolitique des frontières, dont nous allons parler pendant cet entretien, entre autres choses. Et plus largement, votre travail questionne aussi les frontières, pas seulement à l'aune de votre discipline, mais également en convoquant d'autres formes d'art. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ou compléter la présentation ? Peut-être mentionner que je fais partie d'un collectif qui s'appelle l'Anti-Atlas des frontières, dont la fondation en 2011 avait justement pour but d'ouvrir la réflexion sur les représentations de la frontière et qui continue donc ses activités, notamment à travers son site web et sa revue en ligne gratuite, accessible à tous ceux qui veulent s'y intéresser. Je vous proposerai peut-être en fin d'entretien de revenir sur ce projet. Très bien, merci beaucoup. Nous allons nous livrer à un exercice pas forcément facile de description d'images qui vont s'alterner avec aussi d'autres moments d'entretien. Donc ces images, ces 3 images, c'est vous qui les avez choisies à partir d'une sélection que je vous ai envoyée. Elles ont été prises par différentes personnes qui ont pris part aux résidences photographiques menées à Givors et Valence avec Guillaume Herbeau de janvier à mars dernier, pour finalement donner lieu à une exposition qui sera présentée dans les murs du Centre du patrimoine arménien prochainement, une exposition qui mêle toutes ces images et qui arrive à donner un sens cohérent et à les faire dialoguer les unes avec les autres. Alors pour commencer, j'avais relevé une citation d'une des participantes de Givors qui disait que le confinement remettait des frontières avec soi-même. Est-ce que vous partagez son sentiment ? Et de votre côté, comment avez-vous vécu cette année qui a été traversée à la fois par le Covid et puis par une série de confinements depuis le mois de mars dernier ? C'est une très jolie citation. Oui, le confinement, en tout cas, nous a obligés à penser nos limites et puis les limites de nos mondes, en fait, jusqu'à les limites à la fois physiques, symboliques, temporelles, puisqu'il a, en tout premier lieu, ramené la proximité de la mort dans nos existences qui, dans le monde occidental, s'en affranchissent volontiés. Et donc ça nous a obligés à repenser notre finitude de manière très philosophique. Comment je l'ai vécu ? Je l'ai vécu à la fois de manière assez privilégiée, puisque je fais partie des gens qui étaient bien dotés d'un point de vue du logement, des connexions, et ceci dit, je l'ai vécu de façon différenciée selon les confinements, je crois aussi comme tout le monde, hein, le premier étant le moment d'une pause et d'une bulle
où dans le cercle rapproché, on a essayé de se réparer un peu les uns les autres et de s'appuyer de façon très proche. Dans le cercle un peu plus large, on était aussi très à l'écoute des personnes dont on savait qu'elles étaient seules. Et puis, moi, je m'occupe d'un gros collectif scientifique, un laboratoire de recherche, et j'ai été aussi tout le long, sur les 3 confinements, beaucoup dans le soin des personnels et l'accompagnement de toutes les situations donc individuelles qui pouvaient être assez compliquées, et dans le souci de continuer à faire vivre un collectif malgré l'absence de contact régulier que l'on a d'habitude. Mais je trouve qu'au fur et à mesure des confinements, bien sûr, on s'est fatigué, on est là, on prend moins soin peut-être et de soi et des autres. Et puis, je suis assez effarée de voir à quel point les organisations ont fini par oublier que le confinement était une situation exceptionnelle et qu'on nous demande de travailler tout à fait normalement. Et on en parlait encore ce matin, mais j'ai une pensée toute particulière pour les parents de jeunes enfants qui sont tous devenus très fatigués, perturbés par cette situation beaucoup plus difficile à vivre. Voilà, quand on est enfermé avec des petits êtres humains pleins d'énergie, dont la condition naturelle n'est pas du tout de vivre entre 4 murs. On est bien d'accord. Alors, il y a un mot qui est beaucoup revenu, c'est le mot soin. Vous l'avez beaucoup utilisé. J'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que ça veut dire que devant son ordinateur, on prend plus difficilement soin des autres, que ça ne résout pas tous les problèmes? Heureusement. Heureusement, oui. Non, parce qu'en fait, d'un point de vue économique et sociétal, on est vraiment en train de basculer dans une société du tout numérique. Et ce dont on se souviendra, je crois, dans de nombreuses années à propos de la crise de la Covid, ce sera peut-être moins de l'enfermement que de ce moment effectivement où on a pu tout faire en ligne, des enterrements, des cours, etc. On se souviendra peut-être moins de la façon dont ça a transformé en fait nos rapports aux autres, nos rapports socialisés aux autres à travers ces outils. Et pour ce qui me concerne très directement, donc je suis enseignant-chercheur, un des piliers de ma vie, c'est de faire cours et de vivre dans un environnement rempli normalement de l'énergie de la jeunesse et de ses remises en question, voilà. Et on a été privé de ça, et je rejoins complètement quelqu'un qui en parle et qui écrit très bien là-dessus, qui est Barbara Stiegler, pour dire que l'enseignement à distance, ça n'est plus l'enseignement, et que je suis très inquiète pour l'avenir de ce que va être l'université, puisque on est en train de nous transformer en vaste machine à produire de la compétitivité et des compétences et de tout un tas de choses qui commencent par con, alors avec un M, mais on pourrait rajouter, transformer, mettre un N, et ça serait un peu ce que je pense qu'on est en train de devenir. Enfin, c'est quand même une machine à fabriquer de la connerie. Donc en fait, je dis pas que le numérique ne sert à rien. Au contraire, enfin, il y a beaucoup de, enfin, ça n'est que ce qu'on en fait. Mais la médiatisation numérique de tous nos rapports sociaux est hyper problématique. Et c'est une des choses qu'on voit à l'issue de ces confinements, et de ce que tout le monde nous dit, c'est que les gens ont presque plus envie de sortir. Cet enfermement volontaire, cette servitude volontaire dénoncée déjà il y a quelques siècles par la Boétie, est quand même peut-être ce qui me questionne le plus à l'issue de cette année de confinement. Vous avez utilisé le mot d'énergie, que j'ai trouvé très parlant, parce qu'effectivement, l'énergie qu'on transmet à travers un écran, c'est pas le même que celui qu'on transmet physiquement, vous, derrière, dans le cadre d'un amphi où vous voyez les étudiants. Et puis c'est aussi la question de la fracture numérique, c'est que vous en parlez dans votre ouvrage, on n'est pas tous égaux face à l'accès au numérique, et de pouvoir dire qu'on peut enseigner à distance, apprendre à distance, mais faire aussi tout à distance, et vous parliez aussi de la question des enterrements, effectivement, il y a des fois où il y a des réalités qu'on ne peut pas partager à distance.
Et ça, je pense que ça fait partie des frontières justement qui sont nouvelles pour nous. C'est aussi nos nouvelles frontières, un peu le titre du projet photographique. Et pour vous répondre là-dessus, effectivement, une des choses qui m'a frappée et dont j'avais fait l'objet d'un édito dans un grand quotidien pendant le confinement, c'était que ceux qui étaient bien confinés, ceux qui avaient pu se confiner comme ils le souhaitaient, effectivement, se mettre à l'abri, mais continuer à communiquer, à consommer, etc. C'était exactement, en fait, celles et ceux qui, d'habitude, ont la capacité de voyager là où ils veulent. Donc, en fait, on est dans un contrôle de la mobilité et de l'ancrage, de la distance et de la proximité, dans une maîtrise. Et puis, de l'autre côté, finalement, de la barrière, il y a ceux qui n'ont pas cette maîtrise-là, qui subissent, qui étaient finalement au front du travail nécessaire, à ramasser des poubelles, à faire la caisse, à être à l'hôpital applaudi au début et puis oublié ensuite, etc. Et il y a celles et ceux qui se sont retrouvés enfermés dans leur enfermement, hein, qui étaient assignés à résidence pour des tas de raisons disciplinaires ou pas, prison, mais aussi centre de rétention administratif, etc. Il y a celles et ceux qui n'ont plus pu être accueillis dans leur traversée des frontières, puisqu'elles ont été fermées, qu'on a du coup bloqué les conditions d'accès à l'asile, par exemple. Donc il y a tous ces blocages, en fait, et toutes ces personnes pour qui le confinement, en fait, n'était soit pas possible dans des conditions dignes, et qui du coup n'ont pas du tout expérimenté ce qu'on a pu promouvoir dans les médias, c'est-à-dire restez chez vous mais soyez connectés. Et soyez connectés et continuer à consommer comme avant n'était plus possible, ce qui était peut-être une bonne chose, sauf que c'était pas une bonne chose par rapport à un monde d'après qui se poserait la question de la croissance, mais une très mauvaise chose du point de vue de l'inégalité des formes d'accès. Et cette question de l'accès, elle est directement liée à la question de la frontière. Alors, je vous propose de nous parler, de décrire la première image que vous avez choisie d'un des participants du projet Nos Nouvelles Frontières. D'abord, je vais vous remercier de cette invitation parce que toutes les photos, en tout cas toutes celles que j'ai eu à voir et à admirer, et puis étaient chouettes, m'ont parlé, m'ont dit des choses, et finalement c'était difficile de choisir, donc je m'excuse d'avance auprès de celles et ceux dont je n'ai pas choisi les clichés. Et puis je vais vous expliquer effectivement ce que j'ai choisi et pourquoi. Donc la première image est celle de l'intérieur d'un frigo, éclairé par le haut, donc avec un clair-obscur, presque à la Georges de la Tour. C'est presque une vanité, en fait, une vanité postmoderne avec des tranches de jambon en haut et des canettes de boissons sucrées, les tranches de jambon en bas, pardon, et puis ou en tout cas de charcuterie ou de fromage, et puis des canettes dans le haut, dans la lumière. Pourquoi je parle de vanité? Parce que dans ce monde, en fait, de choses et d'objets qui semble régi par un cercle de pouvoir qui ressemble un peu à un réacteur nucléaire, qui en fait est le ventilateur du frigo, qui est semble la grande source de puissance là de l'installation. Eh bien, en fait, la personne qui a pris la photo a placé des poupées, tout un ensemble de poupées, poupées un peu utilisées. Alors elles sont donc il y a un petit tout petit bébé, un petit poupon, et puis des poupées échevelées,
toutes les yeux fermés, certaines plus ou moins assises, d'autres allongées. On a presque l'impression d'une morgue. Ça donne un aspect assez effrayant, hein, comme souvent dans les œuvres d'art qui mobilisent ces corps artificiels que sont les poupées. Ce qui me semble, enfin voilà, je trouve ça très intéressant parce que ça nous pose effectivement au cœur de cette fabrique à nourrir les corps que sont nos frigos et à les reproduire au quotidien, à reproduire la force de travail. Ça pose la question de la limite entre la vie et la mort. Qu'est-ce que c'est qu'un corps vivant? Qu'est-ce que c'est qu'un corps mort? Et puis à travers aussi cette présence des poupées qui sont des substituts d'enfants qu'on transmet aux jeunes filles, petites filles, pour les encourager à jouer à la maman et qu'on transmet moins aux petits garçons pour les encourager à jouer au papa. Mais et on a là effectivement en plus, à part le petit poupon, des corps sexués de manière des corps genrés, des corps asexués mais genrés, donc genrés d'un point de vue féminin, classique avec des longs cheveux, etc. Et donc on est là sur, je trouve, quelque chose d'important parce que on est si on analyse de manière marxiste, complètement dans un panorama des différentes dimensions de ce que ça veut dire de reproduire la force de travail, à la fois au quotidien en se nourrissant et puis de façon transgénérationnelle en faisant des enfants pour assurer la bonne marche de la société, le tout bien rangé dans des étagères qui sont celles du frigo, et ça préfigure aussi une société totalitaire qui qui serait dans une perspective de reproduction mécanique des embryons et qui les rangerait, qui serait prêt à être utilisés. Donc voilà, ça me parle de tout cela. Et puis, je pense que c'est volontaire aussi de la part de la personne qui a produit l'installation qui est là, photographiée. La nourriture qui est présentée est toute emballée dans du plastique, dans de l'alu, voilà. Mais en fait, rien de naturel ne pointe, même si on se dit qu'il doit y avoir quelque chose, bien sûr, qui est produit par la nature, qui est ensuite transformé et puis mis dans toutes ces boîtes de yaourt, de rillettes, je sais pas, enfin on peut imaginer de boissons. Et or la question du virus, de la Covid, enfin des virus en général, et de la Covid en particulier, c'est bien la question de la frontière entre le règne animal, végétal, entre l'humain et entre toutes les dimensions du vivant, qu'on a toujours eu tendance à bien partitionner en disant qu'elles étaient indépendantes les unes des autres, et qui se posent désormais de manière beaucoup plus reliée, puisque un virus, c'est un organisme inanimé qui prend vie à partir du moment où il trouve un hôte, et donc où il franchit la barrière du vivant, et qui peut franchir la barrière ces barrières qu'on pensait si entre espèces. Et donc là, je trouve que voilà, c'est du coup une photo très condensée. Et ça me fait penser que ça rejoint quelque chose que vous évoquez dans votre ouvrage Géopolitique des frontières, la notion de la nature et de la culture, la manière dont ça peut cohabiter selon les cultures, et que nous, effectivement, dans le monde occidental, on a mis une domination de la culture sur la nature, mais ce qui n'est pas le cas de partout. En tout cas, vous en parlez dans votre ouvrage. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on ne comprend pas la notion de frontière autrement qu'en référence à cette opposition très très forte qui se construit à l'époque moderne, à partir du XVIe, XVIIe et surtout XVIIe, XVIIIe siècle, entre raison et nature, et cette mise à distance de la nature par l'homme rationnel occidental. Je pense donc je suis parce que j'ai un cerveau, et pas du tout parce que je suis constituée de cellules vivantes qui doivent donc être nourries tous les jours, qui meurent, qui se reproduisent. Et il y a dans la notion de frontière à l'occidental, dont nous sommes les héritiers et qui partagent aujourd'hui les groupes sociaux de manière frontale, quelque chose qui est complètement lié à cette binarité qu'on érige entre
la raison et la nature à l'époque moderne. Donc c'est complètement parallèle et c'est quelque chose sur quoi je pense qu'on n'insiste pas assez dans la compréhension de la géopolitique classique. Alors dans votre ouvrage, il y a justement plein de choses que vous déconstruisez. C'est même, je pense, l'un des objets de votre ouvrage. Vous prenez le temps de décrire la genèse des frontières, donc les frontières qui façonnent actuellement notre monde, justement en déconstruisant nos représentations selon lesquelles les frontières seraient linéaires, pérennes et seulement visibles, alors qu'en fait, effectivement, autour des frontières, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Quelles sont ces réalités invisibles sur lesquelles vous souhaitez attirer l'attention de vos lecteurs ? De manière très contemporaine, je voudrais attirer l'attention des lecteurs et des gens qui veulent se poser des questions sur les frontières, sur ce que le spectacle qu'on nous donne à voir aux frontières cache. On nous montre des murs, on nous montre une débauche de moyens mis en œuvre pour nous séparer les uns des autres et pour marquer la séparation. Alors, dans les endroits les plus fermés, ce sont des barrières avec une débauche de technologie pour empêcher le passage. Dans les endroits les plus ouverts aujourd'hui, il y a néanmoins un gros effort pour retrouver les bornes, marquer les lieux de séparation et les lieux de distinction, en fait, dans des paysages où jusque-là la présence de la frontière n'était pas évidente. Donc il y a aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, sur ce tournant 20e siècle, début de 21e siècle, un travail de matérialisation de la frontière qui est tout à fait inédit et qui cache, qui obscurcit, qui nous empêche de voir toute une série d'autres processus et en fait, notamment le fait que la frontière soit un lieu d'échange, un lieu de lien, le fait que donc ça c'est une première chose, hein, c'est vraiment important. Plus on parle de séparation, moins on se pose la question en fait de ce qui fait nos liens qui perdurent à travers les limites administratives et fonctionnelles que sont les frontières, qui sont les limites d'autorité, mais qui n'interdisent pas les liens à travers elles. Ça c'est vraiment une première chose. Ce que ça invisibilise aussi, c'est ce que tout l'aspect carcéral et tout l'aspect punitif en fait des dispositifs frontaliers contemporains, c'est-à-dire qu'on nous montre qu'en fait tout ça c'est fait pour que la globalisation fonctionne bien, qu'on n'ait pas le moins de risques terroristes, etc. possible, et que tout ça c'est pour qu'on puisse circuler dans de bonnes conditions, que les marchandises puissent circuler, qu'on puisse fabriquer de la richesse dans des conditions de sécurité optimales, si vous voulez. Mais ça se fait au prix d'un certain nombre de sacrifices de liberté, sacrifices aussi qui sont spécifiquement subis par un certain nombre de personnes, celles qui ont plus de mal à circuler, et donc tout cet appareil répressif de mise à distance dans des camps, dans des prisons, aussi de choses qu'on fait subir physiquement aux personnes dans leur chair, à ces personnes qui risquent leur vie à la traversée des frontières, parce qu'elles n'ont pas les moyens, non pas économiques, mais politiques, en fait, de les traverser autrement. C'est quelque chose qui est obscurci complètement par ce spectacle de la frontière. Et la dernière chose, en fait, et je pense que c'est essentiel aussi, c'est que on en oublierait presque que nos planisphères, qui nous donnent l'impression d'une atemporalité, de quelque chose d'exister, d'avoir existé de tout temps, en fait, sont des constructions à contextualiser dans un moment historique, et que à l'échelle de l'histoire de l'humanité, il faudrait peut-être voir les choses différemment, et non pas à travers les lignes qui strient nos vies, mais à travers notre droit universel à circuler. Et ce droit universel à circuler, on a facilement tendance à se dire oui, mais en fait, quand même, globalement, on l'a. En fait, oui, globalement, on l'a, parce que quand on vit en France, quand on vit en Italie, quand on vit en Allemagne, globalement, on l'a. Quand on est né en Afghanistan, au Soudan, etc., c'est beaucoup moins évident.
Et puis on se dit, on l'a, et puis finalement, si on l'a pas tant que ça, c'est pas très grave. Mais c'est quand même quelque chose qui est problématique parce que, par exemple, dans un moment de transformation climatique, va y avoir beaucoup de personnes qui vont devoir bouger. Alors on se dit oui, oh là là, c'est compliqué. Il va falloir faire face à toutes ces migrations climatiques et tous ces gens qui vont vouloir venir chez nous. Mais d'abord, peut-être qu'ils voudront pas venir voyager aussi loin. Et puis, au-delà d'avoir peur de ce qui se passe ailleurs, il va falloir aussi pouvoir se poser la question de ce qui nous arrive ici et maintenant, parce que il va y avoir des morceaux de nos des endroits de nos campagnes et de nos villes qui vont manquer d'eau. On va devoir à nouveau solliciter notre capacité à bouger. Et donc ça, c'est voir le monde depuis ce qu'on appelle théoriquement le point de vue de l'autonomie des migrations. Ça ne veut pas dire que tout le monde part partout et en même temps et que c'est un bazar absolu, mais ça veut dire que le spectacle de la frontière nous amène à ne pas penser à la dimension mobile de nous-mêmes, qui est pourtant réelle. Et ce que je voulais vous dire tout à l'heure à propos de la question de l'accès, Jean Gottman nous disait qu'en fait la frontière est paradoxale parce que on se dit qu'elle doit nous protéger d'autrui, de l'extérieur, etc., qu'elle doit assurer notre sécurité, mais en même temps, d'un point de vue personnel, on voit des tas d'opportunités de l'autre côté de la frontière. Donc en fait, on est toujours face à cette dialectique, cette incertitude, cette opposition, et entre le fait que soi-même on voudrait bien pouvoir la traverser, ne serait-ce que pour aller voir son amoureux, aller en vacances, etc., faire du business, mais que on voudrait pas que les autres viennent trop chez nous. Pour revenir sur la question de la Covid, vous parliez de théâtralisation, de mise en scène. Est-ce que la Covid, c'est pas devenu un outil aussi de théâtralisation de cette question des murs qu'on érige encore plus depuis 1 an? La Covid nous a tous obligés à repenser la question de la distance et de la proximité, et de savoir effectivement où est-ce qu'on mettait des limites à nos existences, à commencer par la première limite qu'on a dû mettre finalement, qui était celle du masque et celle de nos contacts de peau, etc., avec les autres. Peut-être qu'on peut, et du coup, en parler de la deuxième photo à ce Oui. niveau-là que je vais vous décrire. Et la deuxième photo est presque un camailleux de gris, puisque sur une table grise, avec en arrière-fond un linoléum gris foncé, et avec un fond peut-être de placard ou d'un revêtement un peu bizarre qui est gris un peu clair, en fait, est posé un miroir dans lequel se reflète le plafond, qui est lui composé de dalles de polystyrène qu'on met souvent dans les plafonds, grises également. Et puis tout ce gris est tranché en fait par le reflet de la photographe, sans doute, qui est un reflet dans un miroir, voilà, dans ce miroir posé sur la table, qui lui est en couleur, en sourire et sans masque. Alors j'ai bien aimé cette photo parce que ce visage est là sans masque, mais néanmoins avec cette médiation du miroir qui pose la question de la distance. J'ai bien aimé aussi en fait la composition de cette image, parce que sur le fond, en fait, c'est difficile à décrire, mais il y a des espèces de colonnes de stries plus foncées, en fait, qui peuvent être soit des marques d'aération, soit des portes de placard, je ne sais pas très bien, et qui me font penser aussi à un serveur, à ces barrettes de serveurs informatiques. Donc ça mélange un peu les échelles, et on sait plus très bien finalement dans quelle boîte est rangée
le petit elfe souriant de cette personne qui arrive à faire son chemin à travers tout ce prisme de frontières, de limites qui se sont accumulées dans nos existences. Et ceci dit, voilà, là, il y a donc une présence humaine, positive, souriante de cette personne, donc qui a des lunettes elle-même, donc il y a encore un autre filtre pour arriver à son regard. Elle est là quand même, ou en tout cas la possibilité d'elle-même est là. Voilà, et ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Une des choses dont on discutait tout à l'heure qui était intéressante par rapport aux transformations induites par la Covid, c'est qu'on est privé du regard des autres quand on visio-communique, quel que soit. D'ailleurs, on ne se voit pas. Nous deux, là, on se voit pas. On discute de ça, je trouve ça chouette. En fait, je trouve que paradoxalement, aussi, avec cette crise de la Covid, je prends de plus en plus mon téléphone et je n'ai pas forcément envie de voir les gens sur des écrans. D'autant que quand on regarde les gens sur des écrans, en fait, ça a déjà été remarqué avant la Covid, mais ça s'est accéléré récemment. En fait, on ne regarde jamais leurs yeux, puisque soit on veut voir leur visage et on regarde l'écran, mais à ce moment-là, eux, ils ne nous voient pas, ils ne voient pas nos yeux, parce soit on regarde la caméra pour qu'eux nous voient bien, mais à ce moment-là, on les voit plus. Donc ça supprime en fait la réciprocité du regard. Et je trouve que l'image de cette construction, de cette composition faite par la participante là qui fait son autoportrait pose très bien cette question-là de la difficulté de la communication, de cette manière qu'on a eu aussi tous d'être livrés à nous-mêmes dans ce Covid, même si on était avec les autres, avec d'autres enfermés. On était quand même face à notre solitude et à nos raisons d'être. En fait, ça peut être très compliqué. Je sais que voilà, je vis avec des jeunes et notamment avec une ado, et que ça a été, comme pas mal de parents, compliqué de voir l'ado enfermée dans sa chambre, dans la maison où elle était déjà enfermée, avec son écran, et de voir des jeunes personnes qui sont en train de se construire, qui se construisent normalement dans l'épreuve du rapport à l'autre, être privé de cette épreuve-là et du coup être dans une forme de solipsisme avec ceux qui connaissent bien, dans des contextes qu'ils connaissent, ou alors dans la découverte d'autres choses, mais forcément médiées par l'écran. Donc voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'un pas de côté dans cette image qui me plaît bien. Juste pour apporter quelques petites précisions, la photo avec les poupées dans le frigo, elle a été réalisée par une jeune fille justement de 17 ans. Donc vous parliez voilà de l'épreuve du regard dont les jeunes sont privés. Dans les autres images qu'elle a pu photographier, elle a aussi photographié le mur qu'elle avait en face d'elle de sa chambre. Donc elle a joué sur ces images, sur cette notion d'intériorité, extériorité, et puis aussi sur ce passage de l'enfance à l'âge adulte. Et il y avait ce jeu aussi dans les poupées. Et pour en revenir sur l'image que vous venez juste de décrire, là pour le coup on est sur une femme d'âge mûr, on est à Givors, donc elle s'appelle Louise, elle a quitté son pays pour venir s'installer en France, et elle est par ailleurs comédienne. Donc dans ce jeu de miroir, de mise en scène, de mise en abîme, qui dit beaucoup sur la situation effectivement que l'on vit, il y a aussi quelque part ce jeu avec son propre métier que je trouvais intéressant. Pour en venir à la situation un peu plus large, aux frontières, et en lien avec la crise de la Covid, souvent les médias et un peu nous aussi, un peu tout le monde, on aborde cette question de la crise uniquement à travers le prisme de la peur. Alors, vous parliez tout à l'heure de la frontière comme lieu de lien, comme lieu d'échange. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement d'autres manières d'inverser les choses et d'aborder la question des frontières qui se créent, qui s'affirment encore plus du fait de la crise, d'arriver à prendre les choses différemment et de manière plus positive? C'est très intéressant en fait le rapport justement entre frontières et nature. C'est-à-dire que dans un tout premier temps de la constitution des frontières, donc au moment où on fabrique cette opposition raison, rationalité, naturalité, etc., on fabrique justement cette notion de frontière dite
naturel, comme si la frontière, les frontières des ensembles politiques qu'on invente aux limites des États-nations qui sont en train de se constituer étaient naturelles, avaient existé de tout temps et existeraient de tout temps. Donc il y a quelque chose qui est très très puissant d'un point de vue idéologique, puisque justement ça va durer, qu'aujourd'hui encore, dans de nombreux manuels de géographie qui se posent pas trop la question de savoir ce que c'est qu'une frontière. On parle de frontières naturelles comme si elles existaient, alors qu'en fait toutes les frontières que les hommes et les femmes se fabriquent sont artificielles. Simplement, certaines fois, ça coïncide avec des obstacles topographiques, de relief ou autres, mais parfois pas. Mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on prend à l'époque la nature comme un support de l'opposition et vraiment comme un lieu pour matérialiser une différence. Donc, on considère finalement que la nature peut rentrer dans des catégories humaines et on peut superposer ces catégories humaines, naturelles, etc. Ce qui est très puissant, c'est qu'à travers la deuxième moitié du XXe siècle notamment, et puis la réflexion qu'on va commencer à avoir sur les questions environnementales, on va se rendre compte en fait que la conservation de la nature, notamment par rapport aux dommages liés à la pollution de l'air, de l'eau, etc., c'est quelque chose qui nous concerne tous et que ça ne peut être abordé que dans une approche de commun. Et bien souvent, on va réussir à transformer les anciennes lignes de front en des lieux de partage. Et la nature sert d'argument pour ce partage. Donc on a ce qu'on appelle à certains endroits les peace parks, les parcs de la paix, là où en fait justement les armées avaient gardé des zones tampons, des zones non habitées, parfois avec des mines antipersonnelles, mais du coup la nature a pu garder ses droits aussi. Il y a beaucoup d'animaux et bien en fait on fabrique des zones de conservation qui peuvent devenir des zones touristiques, par exemple entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, par exemple entre le Chili et la Bolivie, etc. Donc ça c'est assez intéressant parce que on se sert de la nature comme argument de collaboration. Ça va être aussi le cas entre la France et l'Italie, dans les Alpes, autour du Grand Paradis, avec un parc binational. Donc on a des lieux, donc on se sert de la nature comme argument pour se réunir, pour traverser la frontière. Et c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Mais ça fonctionne assez bien parce qu'on arrive à cette époque-là, à ce moment-là, dans cette période-là, à lier en fait le fait qu'une frontière existe et le fait qu'on puisse la traverser pour de bonnes raisons et de façon partagée. Ce qui est assez paradoxal et frappant, c'est que avec cette question aujourd'hui du virus, ça confirme qu'on est rentré dans un rapport panique à la frontière. C'est même plus de la peur, c'est qu'en fait, et j'en avais parlé avant la crise de la Covid, ce rapport entre frontières et nature devient vraiment de l'ordre de sauf qui peut. Des plantes invasives, des pollutions qui traversent, parce qu'évidemment le nuage de Tchernobyl, et ça peut faire un lien avec le travail de Guillaume, ne s'est pas arrêté à la frontière. Et ce qui est très dangereux, c'est que face à cette panique, si on prend pas le temps de respirer, et c'est difficile de respirer en temps de Covid parce que ça veut dire possiblement se faire envahir par le virus, eh bien on va retomber dans un cycle d'essentialisation, de confrontation et dans quelque chose qui, d'un point de vue géopolitique classique, est quand même très, très dangereux, qu'on voit apparaître. Là aussi, c'est des liens forts avec le travail de Guillaume Herbeau aux frontières de l'Ukraine, par exemple. Donc, il y a des choses qui peuvent être tissées de ce point de vue-là. Donc, oui, la peur qui est quelque chose d'extrêmement normal, un sentiment tout à fait naturel dans des situations d'incertitude, mais la peur qui est énormément instrumentalisée pour désigner un coupable à cette peur, qui serait l'autre avec un grand A,
donc pas forcément identifiée, mais à combattre, à mettre à distance, etc. Cette peur de l'altérité qui est extrêmement forte. Et voilà, et donc comme je vous le disais tout à l'heure, cette opposition entre opportunité et sécurité fait qu'effectivement, dans les périodes où on a peur, on se replie dans cette fonction de sécurisation qu'on accorde aux frontières. On va chercher ce que Jean Gottman appelait une iconographie du groupe constitué. Donc, iconographie, ça veut dire des images comme les icônes qui ont du pouvoir, un pouvoir politique, et qui sert finalement des dynamiques de repli, des dynamiques de haine, etc. Donc je crois que il serait déraisonnable en fait de se dire qu'il ne faut pas avoir peur, puisque nous sommes dans un contexte de transformation tel que, eh bien en fait, je crois qu'il est difficile de ne pas se poser de questions sans anxiété sur l'avenir, et puis que ce repli, cette condition tout à fait différente qu'on a pu vivre dans le confinement, elle fait peur aussi. Mais c'est sur les façons de répondre à la peur, tenter de résoudre cette question de la peur par la simple désignation d'un bouc émissaire qui en fait ne résoudra pas du tout le symptôme initial. Alors, je vous propose de passer à la 3e image que vous avez sélectionnée, qui justement ne nous laisse pas complètement sereins. Il peut y avoir du doute dans cette image. Alors, la 3e image est construite de façon très symétrique et très relativement classique, puisqu'il s'agit un paysage, on va dire, très classique, construit sur une vue, avec une perspective qui amène le regard vers le milieu, puisqu'on a un couloir couvert de crépi qui s'ouvre au fond sur un rectangle de lumière. Enfin, on est dans une construction, je dis maison, ça pourrait être un immeuble, dans une construction très normée, avec du carrelage au sol, du crépi classique de nos latitudes sur les bords. Pas de porte, ceci dit, et un sentiment, effectivement, vous le disiez, de malaise, puisque le sol est inondé. Pas de beaucoup, mais donc il y a de l'eau au sol, ce qui permet à la lumière du fond de l'image de se refléter dedans. Elle se reflète, donc la lumière se reflète sur ce qui habite le sol, c'est-à-dire que en fait sur le carrelage il y a en fait toute une topographie, une planche dont on ne sait pas très bien si elle flotte, en tout cas qui est peut-être notre planche de salut, je ne sais pas, qui est assez bien disposée par rapport dans une autre oblique que celle de la perspective du fond. Des objets en plastique au rebut et beaucoup de feuilles mortes et un papier qui est là, peut-être une lettre, une carte postale ou quelque chose, un signe un peu plus qui est en tout premier plan. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait cette eau qui meuble le sol finalement, elle permet donc des reflets, et notamment un punctum de la lumière, une série de points sur la ligne centrale qui refabrique en fait une ligne de symétrie. Donc c'est une photo très bien construite et qui est très suggestive de la fractalité, donc des multiples reflets possibles des frontières entre elles, et qui pose aussi, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, la question des frontières entre les matières, puisqu'il y a à la fois des feuilles mortes, du plastique, du bois, du carrelage, qui pose aussi la question du temps qui passe. En fait, voilà, elle est assez poétique, cette image. Elle fait aussi référence à une poésie des ruines, de l'après. Elle
pourrait être inquiétante. Pour moi, elle l'est pas. Je trouve que la lumière qui émane du fond est assez attirante, même si elle peut être, justement, faire un peu peur. Et elle repose sur, des images, voilà, de ruines, de lieux, inhabités comme ça, il y en a beaucoup. Certaines très attirantes. Je pense au film de Tarkovsky qui s'appelle Le Stalker et à ce désir de la zone. Là, on rejoint encore une fois Guillaume Herbeau. Qui habite aussi beaucoup, voilà, le travail de Guillaume Herbeau. Après, si on revient à des choses plus prosaïques, pour travailler aussi avec des personnes qui habitent dans des conditions de logement détériorées, qui sont la proie de marchands de sommeil. Voilà, c'est aussi se dire que peut-être il y a des gens qui ont vécu leur confinement là et pas dans un canapé. Ce qui change beaucoup de choses. Puisqu'on termine l'entretien sur cette notion un peu de voyage de dialogue entre les arts et le contexte un peu plus géopolitique et contexte social, je voulais vous proposer de revenir au projet Anti-Atlas. Ah oui, cette question sur le projet Anti-Atlas est intéressante puisque ce projet Anti-Atlas des frontières est né d'une rencontre, celle d'un certain nombre de chercheurs et notamment autour de Cédric Parizeau, chercheur à l'IREMAM à Aix-Marseille, et Jean Christofol. Et puis, c'est un projet qui s'est déployé après avec d'autres connexions, amitiés, notamment Anna Guillaume plus récemment. Et c'était un projet qui avait pour ambition de réformer les représentations sur les frontières, en partant du constat que, eh bien, en fait, on était dans un moment où les chercheurs et les chercheuses qui produisaient de la recherche qui produisaient de la connaissance sur les frontières dépassaient de plus en plus cette notion de ligne géopolitique classique tracée entre des périmètres de souveraineté et qui essayaient de voir en quoi les frontières multidimensionnelles de notre univers politique contemporain en fait transformaient nos existences de multiples façons, et que ce travail qu'on faisait dans le champ de la connaissance et de la science, il était aussi engagé dans des champs artistiques par des artistes notamment visuels contemporains, mais on a aussi travaillé avec des artistes sonores, et que c'était finalement un travail qui ne pouvait se faire sans les acteurs de la frontière. Acteurs, c'est-à-dire ceux qui la transforment au quotidien, à la fois en fabriquant des normes, donc les politiques, les militaires, ceux qui les détournent, les hackers, les personnes qui travaillent, qui sont obligées de vivre et de transformer par leurs pratiques ces normes, les migrantes et les migrants, etc. Donc on a essayé de fabriquer des scènes de mise en partage. Et c'est quelque chose qui, je crois, nous est resté, que cette idée que la frontière ne pouvait être perçue qu'à travers des expérimentations. Alors, expérience et expérimentation, c'est pas la même chose. On s'est tous dit aussi que ce qui était en jeu aujourd'hui, c'était que, bien sûr, nous faisions toutes et tous l'expérience de la frontière, même si nous en étions éloignés physiquement, en apparence, et que nous ne la traversions pas en apparence, parce que les dispositifs qui étaient mis en œuvre aujourd'hui pour contrôler les frontières géopolitiques fabriquaient une toile qui englobait en fait nos existences de façon très 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 large. Alors c'est peut-être un peu difficile, c'est difficile à expliquer de façon très très courte. Je me souviens très bien d'ailleurs, c'était un événement et ça fera peut-être ça bouclera l'entretien de façon très chouette. C'était un événement organisé par le CPA à la médiathèque de Valence il y a quelques années. Et on avait eu un débat, et à la suite de quoi un vieux monsieur avait sorti son téléphone et nous avait dit si je comprends bien, la frontière est là dans mon téléphone. Alors c'était pas vraiment un smartphone, mais il avait tout compris. Mais oui, puisque c'est aujourd'hui à travers cette accumulation de traces que nous laissons un petit peu partout qu'on fabrique des algorithmes qui permettent de dire qui aura le droit ou pas de circuler
Donc on est vraiment dans une négociation entre ce que nous sommes et ce que nous devenons qui se joue au travers de la frontière. Et c'était la raison d'être du collectif Anti-Atlas. Ça continue à fonctionner de cette manière-là, à travers d'autres dispositifs. Un des plus visibles, c'est la revue que nous avons fondée, qui s'appelle l'Anti-Atlas Journal, qui a pour objectif de parler de la frontière, mais pas que, puisque c'est un dispositif qui a été mis en œuvre par un artiste du web qui s'appelle Thierry Fournier, avec des développeurs spécifiques, qui permet en fait de mélanger les médias sonores, visuels, etc., et le texte, selon des rapports qui ne sont pas uniquement d'illustration l'un de l'autre, et qui met le lecteur, la lectrice, dans cette situation, en fait, de se poser la question de savoir où sont ses propres frontières, et donc d'être dans l'expérience de quelque chose d'un peu perturbant au moment où il se pose des questions sur les frontières. Et voilà, c'est une expérience qui se poursuit, et j'espère que vous aurez l'occasion d'aller rendre une petite visite à ce site en particulier. Les choses y sont en français et en anglais. L'adresse de l'Anti-Atlas, c'est www.antiatlas.net, et l'adresse du journal de l'Anti-Atlas, c'est www.antiatlas-journal.net. Et j'en profite aussi pour rappeler que votre dernier ouvrage, qui est sorti tout récemment, s'appelle Géopolitique des frontières, qu'il est passionnant, tout comme l'entretien. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter, à défaut de vous voir. Donc je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré, et puis pour vous être livré à ce jeu de description d'images que les auditeurs ne voient pas non plus, mais en tout cas qu'ils peuvent imaginer grâce à vous. Merci beaucoup Christelle Roveda et toute l'équipe, et pour ce très beau projet avec Guillaume Herbeau. Nos espaces de vie de Nouvelles Frontières est un projet mené en partenariat par le CPA et Stimultania sur l'année 2021. Une exposition prévue à l'automne 2021 au CPA à Valence rassemble la production réalisée par les participants, et plusieurs temps de rencontres et débats sont organisés par Stimultania à Givors sur cette même période. Un grand merci à Anne-Laure Amilazari, à nos soutiens, au ministère de la Culture dans le cadre du dispositif Entre les images, programme national d'ateliers de transmission et de pratiques photographiques développé par le réseau Diagonal, à la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, à la région Auvergne-Rhône-Alpes et à la ville de Givors. Merci à nos diffuseurs et partenaires, le réseau Traces, Histoire, Mémoire et Actualité des migrations en Auvergne-Rhône-Alpes, Radio Méga, RCF 26, Radio Saint-Ferréol et Radio BLV.